en particulier vient en concurrence de la vie familiale et de la vie associative. Ça sous-entend que la journée faisant 24 heures, il faut trouver du temps pour avoir un engagement citoyen pour servir son pays en plus de ses activités de tous les jours. Donc, je voudrais vous féliciter pour cette initiative, pour le fait que vous avez décidé de vous organiser et de donner de la contribution pour le développement de notre pays. Alors, en ma présentation, on m'a demandé donc de parler du rôle de la diaspora burkinabé dans les partenariats publics-privés, les défis de financement et les modèles de collaboration efficaces pour accélérer l'innovation économique. Bon, je ne sais pas si c'est une communication, mais c'est une thèse qu'on m'a demandé de faire. Mais ça ressemble en tout cas au truc d'une thèse. Et quand vous nous demandez de parler en 10-15 minutes, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire. En tout cas, Steve a été très efficace. Donc, je vais essayer moi aussi de dire quelques mots. Déjà, la diaspora burkinabé, pour moi, ce n'est pas une simple communauté d'expatriés. C'est une force vive, c'est une réserve de talent, d'expérience et de ressources. Alors, donc, on sait aujourd'hui que nous sommes dans un monde, en tout cas, interconnecté, et que tous les pays qui réussissent sont les pays qui sont capables de mobiliser toutes les ressources, qu'elles soient locales ou soient internationales. Et si vous-même vous vous engagez de cette manière, en répondant donc à l'ensemble donc des invitations et de tout ce qui est régulièrement dit sur le rôle donc de la diaspora, je pense que vous faites œuvre utile, et parce que c'est comme ça qu'on va relever l'ensemble des défis. Et je pense aujourd'hui que sur les PPP, qui est la problématique qu'on m'a demandé donc de travailler, je vais seulement en une seule phrase dire que c'est un levier stratégique pour financer en tout cas une ambition nationale. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tous les pays l'utilisent pour faire des projets structurants. Le Burkina Faso est déjà engagé sur ce chemin et plein de choses se font à travers le monde pour ces genres donc, de solutions. Et très souvent dans la communication, lorsque ce n'est pas bien présenté, les PPP sont vus comme des formes donc, de privatisation, souvent donc, de projets structurants, surtout quand ça touche le service public, en termes donc, de délégation donc, de services publics à des acteurs donc, du privé. Et le débat a eu lieu au Burkina Faso, mais je pense que c'est quelque chose qui est derrière nous, qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à faire donc, des projets de partenariat public-privé. Et ce sont des choses qui sont reconnues comme des mécanismes performants aujourd'hui pour répondre à nos défis d'infrastructure et de développement. Le principe des PPP est clair. On est dans une configuration où l'État joue un rôle de facilitateur et de garant de l'intérêt général, où le secteur privé lui-même apporte le financement, expertise technique, innovation et rapidité d'exécution. L'État est garant, il facilite, il est garant de l'intérêt général, le secteur privé apporte le financement, l'expertise technique, l'innovation et la rapidité d'innovation. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant qu'on doit trouver lorsqu'il s'agit donc de partenariat public-privé. Maintenant, dit comme ça, ça peut paraître en tout cas simple à faire, alors que cela nécessite quand même qu'il y ait suffisamment donc, de vision claire des priorités nationales, qu'il y ait un cadre juridique et institutionnel solide donc, pour les PPP et une capacité à mobiliser donc, les partenaires fiables. Pour notre pays, c'est quelque chose qui est résolu et donc il n'y a pas de risque particulier. Notre pays dispose donc d'une loi sur les PPP. La Direction générale de la coopération du ministère des Finances, il y a une cellule en son sein qui s'occupe donc de piloter ces questions. Donc tous ceux qui veulent faire des projets PPP au Burkina Faso peuvent se rassurer qu'il y a un cadre juridique, il y a des organismes qui s'en occupent, il y a une loi qui définit clairement comment est-ce qu'on peut opérer en PPP et on devrait pouvoir donc convaincre les investisseurs que de la même manière, ils font des projets PPP dans tous les pays. Au Burkina Faso, nous avons donc les mêmes facilités, les mêmes possibilités. Et avec un coût des investissements attrayant comme celui présenté par Steve, je pense qu'on peut mieux investir donc dans notre pays. Alors, les PPP, il y en a plusieurs modèles. Et même si tous les modèles reposent en tout cas sur trois principes en tout cas fondamentaux, c'est le partage des responsabilités. Le public et le privé partagent la conception, le financement, la construction et l'exploitation du projet. Le PPP, par principe, a une durée longue. La durée du partenariat est souvent de 15 jusqu'à 30 ans en termes donc de concession. Et puis, la rémunération du privé. Le partenaire privé est rémunéré soit par l'utilisation donc, de l'infrastructure qui a été mise en place, comme vous voyez dans le cas donc, des péages, et soit par l'État sous forme de redevance.
Ça dépend de comment est-ce que cela a été défini et du type de PPP. Et un exemple concret hein, qu'on trouve effectivement donc, dans le domaine donc, des PPP, vous voyez les routes à péage où il y a un acteur privé qui vient, qui mobilise les ressources, et qui a un accord avec l'État bien entendu, qui réalise donc l'infrastructure. Et derrière, on met donc du péage, les citoyens payent et pour pouvoir donc utiliser donc les voies. Et derrière, c'est sur la base donc de la manne financière issue des péages que le secteur privé est rémunéré. Donc, au départ, c'est un État qui est engagé, qui a une vision claire de ces infrastructures. C'est un privé qui est capable donc, de concevoir avec l'État, de mobiliser les financements, de réaliser et de prendre une partie donc, du risque et de se faire rémunérer donc, sur le résultat donc, du travail à travers donc, les péages. Alors, aujourd'hui, on peut se demander pourquoi utiliser donc, des PPP pour des projets structurants. Et on sait très bien que les grands projets, notamment les barrages hydroélectriques, les centrales solaires, les hôpitaux, les zones industrielles, et ce sont des projets qui sont souvent coûteux, complexes et à longue échéance. Donc, quand on doit mobiliser la ressource nationale pour le fonctionnement de l'État, pour les projets, pour travailler sur les secteurs, je vais dire, un peu souvent souverains, et derrière, faire des projets comme les grands barrages, les grandes infrastructures, mobiliser au même moment les financements, c'est souvent difficile. Donc, on peut appeler le secteur privé qui a une expertise, qui a les moyens, qui vient, mais dans un cadre bien ficelé, organisé. Et comme je le disais tantôt, notre pays dispose d'une loi pour encadrer, pour ne pas qu'il y ait donc des dérapages. Du coup, le PPP va permettre donc d'alléger la pression sur les finances publiques, de bénéficier de l'expertise donc du secteur privé en matière de construction, d'innovation et de gestion. D'accélérer la mise en œuvre grâce à des incitations de performance pour les opérateurs privés, parce que lorsque vous réalisez une infrastructure comme une centrale solaire, où c'est vous qui mobilisez les financements, c'est vous qui réalisez et vous avez un contrat d'achat d'énergie, eh bien, si votre installation n'est pas performante, si elle n'est pas bien faite, c'est vous qui perdez puisque vous n'êtes pas capable de vendre de l'énergie, même si cela impacte la production nationale d'énergie, mais vous êtes d'abord l'un des premiers perdants. Alors, il existe plusieurs modèles donc, de PPP. Je vais passer là-dessus. Ma communication est disponible donc, pour partager aux participants et vous pourrez certainement, donc, à travers quelques références, vous nourrir davantage en matière d'information. Donc, on a les BOT. L'entreprise construit, exploite pendant un temps donné pour rentabiliser, puis transfère à l'État. On a les BOO. Le privé construit, possède, exploite le projet à long terme, surtout dans le domaine de l'énergie. On a donc les DBFO. L'entreprise conçoit, construit, finance et exploite. Le gouvernement paye un loyer ou une redevance régulière. On a les concessions. L'État concède à une entreprise la gestion du service public en échange d'un investissement lourd. Et puis on a l'affermage. L'État garde la propriété et une entreprise privée gère et exploite en payant une redevance. Et on peut donner des exemples concrets quand je parle effectivement donc des BOT. Vous avez aujourd'hui les centrales solaires où vous arrivez avec le financement, vous réalisez la centrale, vous avez un contrat d'achat d'énergie signé avec la Sonabel et chaque mois, vous mettez de l'énergie à disposition et l'État paye. En ce qui concerne, par exemple, l'affermage, pour prendre le dernier exemple, l'État peut décider donc de faire de l'amorçage dans des secteurs bien précis. L'État décide par exemple de construire une usine de tomates. Il met les moyens, il construit l'usine de tomates, mais s'il y a un accord avec un acteur du privé pour gérer l'usine et ce privé-là paye un loyer à l'État par rapport donc à l'investissement qui a été fait jusqu'à ce que peut-être l'infrastructure revienne au privé. Ça va être donc de l'affermage. Donc le secteur privé est un fermier dans ce cas et l'État effectivement donc, est celui effectivement, donc, qui est propriétaire au départ donc, du projet. Alors il y a une implication donc, des parties prenantes dans ce genre de projet. C'est-à-dire que vous avez la communauté locale, les acteurs économiques, les bailleurs, tout le monde à la base participe pour régler les questions d'environnement, pour aussi capter, je vais dire, les avantages directs donc, du projet au pays. Alors, quelle peut être donc la place de la diaspora burkinabé dans les PPP? Je pense que la diaspora peut investir directement dans les projets structurants portés par les PPP, notamment à travers donc, des fonds d'investissement ou des concessions d'entreprises. Vous êtes aujourd'hui des chefs d'entreprise. S'il y a des projets PPP qui sont annoncés au Burkina Faso sur la liste des projets structurants dont fait la promotion de l'ABI, vous êtes capable de vous mettre ensemble, de mobiliser les financements et de proposer clairement, parce que normalement, chaque année, l'État, il y a deux possibilités. Il peut sortir la liste des PPP, des projets qui sont en PPP, ou ils peuvent avoir donc, dans des secteurs bien précis
je vais dire, donc, des offres spontanées. Mais tout ça va être encadré par la loi pour éviter effectivement donc, de biaiser la concurrence, parce qu'il existe quand même une concurrence et quand il s'agit aussi donc, de PPP. Donc, un PPP bien conçu, ce n'est pas une privatisation cachée, mais un partenariat gagnant-gagnant où l'État reste garant de l'intérêt public et où le privé apporte l'innovation, le financement, l'efficacité nécessaire pour accélérer le développement. J'insiste là-dessus parce que, j'insiste là-dessus et j'enchaîne avec un témoignage clair là-dessus pour ne pas faire les témoignages après, pour que ça ait un ancrage et un lien sur ce que j'ai dit. Lorsque en 2016, hein, les 10 et 11 octobre 2016, je présidais le think tank Burkina International et nous avons fait un colloque international sur la contribution du secteur privé pour la relance économique. Et dans le cadre donc, de la mise en œuvre donc, du référentiel national de développement qui était le PNDS. Et on expliquait un peu le PPP, qui était un sujet très important pour financer les projets structurants. Et à un moment donné, une liste de PPP a été faite et c'est passé à l'Assemblée nationale. Il y a eu un débat national là-dessus où on disait effectivement que les PPP, c'est des formes de privatisation cachée. Ça n'a pas été simple, mais au fur et à mesure aujourd'hui, je pense que dans le droit positif burkinabé, on sait exactement ce que c'est que les PPP. On sait très bien que si c'est bien encadré, bien organisé, c'est loin d'être une privatisation privée et ce sont des choses concrètes. La preuve, 5, 10, en tout cas au moins 5 centrales fonctionnent aujourd'hui grâce au PPP au Burkina Faso et tout le monde voit très bien comment est-ce que ça se passe. Deuxième témoignage direct, pour que ce que je dis effectivement ait peut-être encore plus de valeur. J'ai été moi-même porteur en 2016 d'un projet PPP pour réaliser une centrale solaire. Et je me rappelle que lorsqu'il y avait une table ronde donc, des bailleurs de fonds en novembre 2016 à Paris pour financer les projets donc, de Burkina Faso, j'annonçais effectivement donc, que j'allais construire une centrale solaire au Burkina Faso et j'annonçais un montant donc, de chiffre effectivement d'une trentaine de milliards pour le faire. Et la question qui était posée, mais où est-ce qu'ils trouvent de l'argent? Ben, j'avais dit aux médias, mais il y a l'argent suffisamment dans le monde pour financer les projets PPP. Il faut que le projet soit très bien. Il faut qu'il y ait un engagement réel de l'État. Il faut qu'il y ait des lois qui encadrent. Et chemin faisant, cette centrale solaire a été réalisée et elle est rentrée en fonctionnement et inaugurée officiellement le 7 juillet 2022. Et c'est à Nagrengo, à 20 km de Ouagadougou. C'est une centrale de 30 mégas qui fonctionne. C'est d'ailleurs le premier IPP. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des centrales solaires au Burkina, notamment donc la centrale solaire donc de Zaktouli, qui avait été financée et réalisée et qui appartient à la Sonabel. Le premier IPP, c'est-à-dire producteur indépendant donc d'énergie dans le domaine solaire, c'est nous qui l'avons réalisé. Et la centrale est fonctionnelle aujourd'hui. On produit 30 mégas d'énergie en Agringo avec la boîte que j'avais créée et avec le partenaire effectivement donc, avec qui nous avons donc structuré ce projet-là. Donc ça, c'est un exemple concret là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Et il faut d'abord une mobilisation locale pour obtenir l'adhésion des communautés, des acteurs privés nationaux et bâtir la confiance avec les autorités. C'était ça qu'il fallait faire. Donc avec la commune locale donc, de Nagrengo, avec le site, il a fallu travailler. Avec les autorités, il a fallu travailler pour avoir un PPP signé par le ministère de l'Énergie et le ministère des Finances et un contrat d'achat d'énergie signé pour 25 ans avec la Sonabel. Donc on vend l'énergie sur 25 ans avec la Sonabel, on produit et ça se passe bien. Après, il y a eu plusieurs centrales solaires qui ont été faites au Burkina Faso. Donc ça, c'est un exemple concret. Vous avez eu des projets, des formes de partenariat public-privé, même si c'est un peu donc des crédits à paiement différés, avec la voie de contournement qui a été faite au Burkina Faso par l'entreprise Ebomaf, ce sont des formes donc d'engagement donc du privé en amont pour permettre d'alléger un peu les finances publiques au départ. Et puis il y a une mobilisation internationale. C'est en ce moment-là que la diaspora peut jouer, parce qu'elle a des réseaux, elle a des connaissances, elle est capable effectivement donc, de donner l'information et de mobiliser des acteurs qui viennent de Burkina Faso pour venir construire. Et parce que là, je fais la transition en même temps avec les défis de financement. Il y a une réalité, mais aussi des pistes d'action et la diaspora peut réellement jouer là-dessus. Mais pour ce faire, ça nécessite quand même au plan national qu'on continue donc de renforcer la structuration technique des projets dès l'amont. Parce que très souvent, on a des fiches projets, on a des projets qui n'ont pas des études de faisabilité, on a des projets qui n'ont pas de site, on a des projets qui n'ont pas toutes les données nécessaires. Et lorsque vous ramenez ces projets-là à l'international, souvent, c'est difficile à obtenir donc des partenaires. Mais je pense aujourd'hui qu'au plan national, j'ai vu la liste des projets qui sont portés en ce moment par la BI.
Je pense qu'il y a des projets très intéressants sur lesquels vous pourrez aller. J'ai vu un en particulier qui est un bon projet. Je pense que la diaspora peut aller là-dessus. C'est le parc d'exposition Ouaga Expo. Ouaga Expo est un parc d'exposition effectivement construit donc aux alentours de Ouagadougou qui va intégrer énormément d'infrastructures logistiques pour les expositions parce que vous voyez très bien que le site du CIAO est dépassé aujourd'hui et c'est un projet qui est prêt. J'ai vu, il y a une étude de faisabilité, il y a des plans et c'est un projet qui est estimé, je pense, autour donc, de 70 milliards si ma mémoire ne flanche pas, s'il pourra corriger. J'ai vu effectivement donc, sur la liste des projets prioritaires et je pense que la diaspora pourrait se mettre là-dessus et j'aimerais voir DIG être donc, je vais dire, lead, prendre le lead effectivement donc, pour trouver des investisseurs pour faire ce projet-là. Ça fera école. Et puis, la diaspora peut faire le pont entre les investisseurs internationaux et les entreprises locales. Elle peut monter ses propres entreprises effectivement pour participer. Elle peut apporter un savoir-faire technique. Elle peut faciliter donc la synergie secteur privé gouvernement pour pouvoir donc aller de l'avant. Et c'est sur ces mots que je voudrais vraiment lancer un appel à la diaspora burkinabé pour dire qu'elle ne doit pas continuer à être effectivement donc une force effectivement donc qui transfère de l'argent. Je salue déjà cela parce que quand on regarde les derniers chiffres donc de la BCAO, en 2023 déjà, je pense que les transferts donc de fonds de la diaspora vers le Burkina Faso étaient donc estimés à 316 milliards de francs CFA. Si vous regardez quelle est la contribution de toutes les mines du Burkina Faso au budget national de notre pays chaque année, vous pouvez regarder les chiffres et on voit que la diaspora, et comme j'aime le dire à chaque fois, et peut-être au risque de me répéter, la diaspora en elle-même est une mine d'or sans pollution à ciel ouvert. Parce qu'elle apporte autant que les mines au Burkina Faso dans le budget de l'État. Mais en plus de cela, je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs du secteur privé de la diaspora qui créent des entreprises, qui investissent, qui font énormément de choses. Mais on peut imaginer si elles s'organisent davantage pour aller sur des projets PPP, hein, pour ne pas uniquement faire donc des transferts d'argent, mais utiliser leurs ressources effectivement donc comme de l'equity, hein, du fonds propre pour participer donc à des projets effectivement donc structurants au Burkina Faso, en apportant son expertise, en apportant son réseau. Et je pense que vous allez créer suffisamment donc d'emplois et tirer le pays davantage vers le haut. J'ai vu les CV hein, des 4 membres donc de DIG. Et c'est extraordinaire de travailler dans les grosses structures, effectivement, donc de e-commerce, dans des grosses multinationales. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur moment de venir partager à travers des projets structurants avec ceux qui sont au Burkina Faso, qui ont énormément donc, du talent, qui ont énormément de la connaissance, parce que n'oubliez pas, nos universités ont de la même valeur, la même qualité donc, de production. On a les meilleurs enseignants. Et formés au Burkina Faso, on tutoie donc ceux qui sont formés à Harvard. Je le dis effectivement donc sans fausse modestie. Vous imaginez effectivement donc même connaissance, mais connaissance donc de deux terrains différents, celui du Burkina et celui des États-Unis combinés ensemble. Je pense qu'on ne peut qu'être une force donc de développement, on peut être une puissance effectivement donc sous-régionale. Et on peut le faire ensemble. C'est pour cela qu'il faut passer donc du simple soutien financier à l'investissement stratégique, passer donc de l'observation à la co-construction, passer de l'engagement symbolique à la prise de position active dans les secteurs porteurs d'avenir, énergie, infrastructure, industrie, agroalimentaire, numérique. Et dire tout simplement que venez non seulement avec vos ressources financières, mais aussi avec vos idées, vos expertises, vos réseaux. Devenons ensemble donc les architectes de l'innovation économique du Burkina Faso. Nous devons passer d'une logique d'assistance à une logique d'investissement. Je ne demande pas de ne pas continuer à envoyer de l'argent à vos parents pour acheter ça qui rit. Je ne demande pas donc de ne pas continuer à accompagner les gens pour faire des projets sociaux. Je ne demande pas de ne pas continuer à faire de l'aide. Non, je dis, à côté de cela, faites des equity, faites des fonds propres, allez-y dans des projets structurants et vous allez faire davantage parce que ça va être encore plus multiplicateur que de rester effectivement donc dans l'avoir de l'argent qu'on utilise pour faire de la consommation. La consommation de biens qui sont souvent pas produits au Burkina Faso, nous enrichissons en fait les mêmes unités industrielles à l'extérieur. Mais si vous arrivez qu'on rajoute encore des unités de transformation de tomates, de transformation du coton, des unités donc de transformation de l'anacade, je pense qu'on peut créer des emplois et on peut continuer à donner des ressources à notre pays
pour continuer donc à bouter définitivement de notre pays le terrorisme et tirer l'avantage de Burkina Faso vers le haut. Le futur de Burkina Faso s'écrit avec vous. Engageons-nous ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous, Je docteur n'ai pas, Kaboré. pas fait 3 heures de temps. Hein. Non, c'était très, très pertinent, très, très intéressant. Nous, dans la diaspora, nous sommes contents de savoir qu'il y a beaucoup d'argent dans le monde et que désormais, les projets de 30 milliards, là, ça nous est accessible. Donc, à l'issue de ce panel-là, tous ceux qui ont les gros projets, vous savez où attraper le docteur Kaboré avec Witba Invest pour vous aider à mobiliser tous ces fonds-là pour structurer vos projets. Merci encore pour cette intervention de qualité.